Bonjour à tous. Bon, on va démarrer. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Donc, pour ce premier séminaire, je vais présenter d'abord un peu le concept de ces petits séminaires qu'on a lancés. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir un petit forum d'échange entre les chercheurs et étudiants de la communauté ISBLUE, de permettre d'avoir un petit forum où se rencontrer pour échanger autour de nos recherches en cours, de nos approches de recherche, les méthodes, nos retours d'expérience tirés d'applications de travaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé ce format de petits séminaires des thèmes ISBLUE. Donc, on démarre ici avec un cycle de séminaires, donc c'est à l'initiative du thème 4 d'ISBLUE, mais l'idée c'était de s'associer donc au thème 3 qui est intéressé par aussi des thématiques semblables sur ce cycle de séminaires, la Zabri et puis l'animation scientifique, notamment de l'UMR à Mur et du LEMAR, mais pas que. Donc pour proposer un premier cycle de séminaire qu'on a nommé interdisciplinarité, transdisciplinarité, pratique, méthode, application et retour d'expérience. Donc c'est une série de séminaires qui va être dédiée au partage d'approches de recherche, de méthodes de retour d'expérience. C'est ouvert, donc comme je disais, à la communauté des chercheurs et étudiants ISBLUE. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse échanger autour d'une présentation et puis d'un tour de table. Enfin, voilà, c'est un format assez ouvert. Vous pouvez y partager aussi quelques infos courantes après la présentation ou des publis de référence. Voilà, enfin, c'est format un peu informel et ouvert. Et donc, on a calé, l'idée, c'était d'être plutôt sur du 11h midi le mardi, mais une fois tous les mois, tous les 2 mois, ça dépendra aussi des disponibilités des présentateurs. Mais donc, en tout cas, sur ce créneau de 11h midi le mardi. Donc, avec un format, l'idée, c'est de ne pas dépasser au-delà de midi et que chacun puisse y participer facilement sans que ça prenne trop de temps et qu'en même temps, ça permette d'avoir ce petit forum d'échange. Donc, pour entamer ce premier cycle dédié à interdisciplinarité, transdisciplinarité, pratique, méthode, application, retour d'expérience, je voulais d'abord partager une petite publication qui me semblait intéressante pour définir ces termes d'interdisciplinarité et transdisciplinarité qu'on entend beaucoup. Donc, je pense que interdisciplinarité, c'est peut-être pas si mal maîtrisé par la communauté ISBLUE. Peut-être que sur la transdisciplinarité, ça devient un peu moins diffusé, enfin partagé. Donc, du coup, je voulais juste vous indiquer une référence en la matière qui me semble intéressante, que vous puissiez aller consulter. Donc, dans Landscape Ecology, un papier intitulé Clarifying Integrative Research Concepts in Landscape Ecology, qui inclut donc ce schéma que je trouve vraiment bien fait, qui nous explique donc les différentes notions de disciplinarité, multidisciplinarité, interdisciplinarité et donc transdisciplinarité, qui ici croisent en fait des approches interdisciplinaires dont l'objectif est d'intégrer les connaissances à la fois académiques, donc ici en grisé, provenant de différentes disciplines, et non académiques, provenant de participants hors recherche, qui sont donc associés et travaillent ensemble pour produire une connaissance intégrant les connaissances académiques et non académiques. Donc ça rejoint vraiment ces approches transdisciplinaires, ça rejoint vraiment toute la dynamique actuelle sciences-société, où on se pose beaucoup de questions sur la façon d'intégrer les différents savoirs, de les mettre en commun, et notamment dans nos travaux sur les socio-écosystèmes complexes, où finalement une façon de permettre de gérer la complexité, c'est justement d'intégrer ces différents savoirs avec différentes approches
Et donc, il y a derrière toute cette notion de transdisciplinarité, la question des liens sans société, du statut des savoirs académiques et non académiques, des approches participatives avec les notions de recherche et sciences participatives qui sont mobilisées pour intégrer ces savoirs dans des approches transdisciplinaires. Donc, c'est des concepts qui vont un peu sous-tendre aussi notre cycle de séminaires. Et donc, vous pouvez aller consulter cette publication qui est, je crois, accessible au moins, du coup, moi j'ai eu accès via le l'Ifremer. N'hésitez pas si vous voulez que je vous envoie le papier complet. Donc, je vais passer maintenant la parole à Adélie Pomade, donc, qui est maître de conférence à l'UMR à Mur, à l'UBO, en détachement CNRS actuellement, et qui va donc nous présenter un livret méthodologique intitulé Homme Milieu, quelle perspective méthodologique interdisciplinaire pour mieux travailler ensemble. Et donc, elle a l'honneur d'inaugurer ce cycle de séminaires. Adélie, du coup, j'arrête mon partage d'écran, je te passe la main. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Claire pour cette invitation à ouvrir le bal des séminaires ISBLU. Donc, à l'occasion de ce séminaire, je ne vais pas vous présenter un ouvrage. Je vais vous présenter un livret qui a été édité en décembre 2020 et puis qui vise, alors bien modestement, il n'y a pas d'ambition démesurée, à fournir quelques pistes de travail en interdisciplinarité. Ce livret, il s'intitule, donc comme vous le voyez, Homme Milieu, quelle perspective méthodologique interdisciplinaire pour mieux travailler ensemble. Ce livret, il se distingue d'un ouvrage qui a été publié en 2008 aux presses universitaires de Rennes et que j'étais venue présenter lors d'un séminaire indiscipliné en 2019 au démarre, donc qui était organisé par Marie Bonin et Olivier Ravier. Alors vous voyez que les deux titres finalement sont assez similaires, mais sur le contenu, la forme et puis l'objectif aussi poursuivi, on n'est pas sur les mêmes choses. Les titres sont similaires parce que, donc pour l'historique, ces deux publications s'intègrent tous les deux dans une dynamique qui a commencé en 2017, donc le début de l'ouvrage, pour s'achever, avec une suite possible espérée en tout cas, pour s'achever en 2020 avec donc la publication du fascicule du livret. Donc, on est dans un cycle 2017-2020 avec une thématique un petit peu de guidance vers la relation homme-milieu, etc., mais de manière très, je dirais, très englobante. On n'était pas uniquement sur le milieu marin, on était sur d'autres thématiques. Donc, ça correspond à un cycle, et puis pour le cycle suivant, on verra ensuite ce que l'on fera comme intitulé et puis comme perspective. Alors, je reviendrai pas en détail sur la genèse de cette publication et de ce cycle, mais je préciserai quand même que le questionnement global qui sous-tend ces deux publications, il est identique. C'est comment peut-on mieux travailler ensemble en interdisciplinarité. Cependant, le questionnement respectif de chacune de ces publications est différent. Dans l'ouvrage de 2018, la question c'était est-ce qu'on peut identifier des lignes de force plutôt conceptuelles entre sciences humaines et sociales et sciences du vivant comme base de discussion. Alors que dans le livret, la question c'est davantage aujourd'hui comment mettre en œuvre les lignes de force qui ont été dégagées. Donc on est dans un objectif beaucoup plus concret, on est vraiment dans une sorte de recherche d'opérationnalisation d'une réflexion qui a été menée en amont. Alors avant de présenter le livret et puis de faire avec vous une simulation, une sorte de petit test de son utilisation, que c'était aussi l'objet assez pratique de la présentation, j'aimerais revenir avec vous un instant sur le cheminement personnel. Alors pour le chercheur, par exemple, qui souhaite travailler en interdisciplinarité. C'est un cheminement que j'ai établi à partir de ma propre expérience, mais en le partageant avec d'autres collègues, je me suis aperçue que chacun avait pu ressentir plus ou moins les mêmes choses. Donc, comme base d'introduction et introductive à la présentation du livret, je vais revenir donc avec vous sur ce cheminement. Donc, pour ceux qui étaient au séminaire indiscipliné en 2019, ce début de présentation va vous sembler assez familier, mais ce sera juste le début, rassurez-vous. Et pour les autres, n'hésitez pas à me dire ensuite, au fil des discussions, si vous avez eu des expériences complètement différentes qui ne colleraient pas du tout à ce schéma, parce que finalement, c'est tout à fait possible si l'on a reçu une formation peut-être plus ouverte ou plus pluridisciplinaire. Alors voilà ce cheminement. On part de la base, c'est-à-dire l'identité.
En tant que chercheur, on a tous notre propre identité. On va, disons, appartenir à une communauté, à une famille, hein, selon le vocabulaire employé. On est dans une situation assez confortable parce qu'on utilise son propre vocabulaire et on va se comprendre sans effort. Si je me mets à la place du juriste, puisque c'est ce que je connais le mieux, ma question que je vais me poser, c'est mais pourquoi finalement j'irai parler avec d'autres disciplines ou avec d'autres collègues qui ne relèvent pas de ma discipline, puisque je ne connais pas forcément leur vocabulaire? Pourquoi est-ce que je me compliquerai la vie? Mais dès lors qu'on a répondu à cette question, par finalement la réponse pourquoi pas, à ce moment-là, l'ouverture à l'interdisciplinarité supposerait de franchir 4 étapes. C'est là l'idée de cheminement que j'évoquais. La première étape, ce serait hésiter. Hésiter, ça correspond à un ensemble de questionnements que l'on peut se poser. Par exemple, est-ce que je vais perdre mon identité? Est-ce que je vais perdre mes acquis scientifiques par l'ouverture possible de mon raisonnement? Est-ce que je vais encore savoir parler comme mes pairs? Est-ce que je vais être acceptée par d'autres communautés, par d'autres disciplines? Qu'est-ce qu'il peut se passer si je parle à l'autre? Là, on est dans un élément plus psychologique. Est-ce que aussi je peux me retrouver seule? La situation ici dans laquelle on se trouve, c'est plutôt d'évaluer en fait le degré de prise de risque à s'ouvrir. L'étape 2, c'est accepter. Alors, ce n'est pas accepter de quitter son champ disciplinaire, parce qu'on est toujours dans une sorte d'aller-retour. C'est accepter d'abord l'inconnu, et puis c'est aussi accepter de devoir prouver certaines choses. Prouver sa capacité à parler à l'autre. Ça va être prouver aussi sa capacité à comprendre les enjeux d'une autre discipline, à établir un dialogue intelligible et pas cantonné à ses seuls intérêts. Ici, la situation dans laquelle on se trouve, c'est une situation dans laquelle on se place et on questionne sa capacité d'acceptation de questionner sa discipline. C'est accepter finalement aussi de dire que la discipline dont on est issu, dont je suis issu, n'a peut-être pas toutes les clés pour démêler toutes les situations, toutes les problématiques. Elle a besoin d'autres disciplines. La troisième étape, c'est renoncer. Alors, ce n'est pas renoncer à sa discipline, hein, parce que c'est ça, c'est sa discipline qui fait que l'on est passé possiblement d'un autre côté. C'est bien sa carte de visite en quelque sorte. Mais ça va être renoncer à son confort et ça va être renoncer aussi peut-être à voir sa communauté de la même manière. On va pouvoir acquérir un certain regard critique sur sa manière de travailler, aussi bien en positif qu'en négatif. La dernière étape, c'est assumer. Alors, c'est assumer son nouvel environnement. Là encore, attention, ça ne veut pas dire que le nouvel environnement est mieux, même si ce n'est pas exclu qu'il puisse l'être, mais c'est surtout qu'il est différent. C'est donc finalement pour moi ou pour le juriste que je suis rester dans son raisonnement, sa rigueur, son approche, mais tout en élargissant et en adaptant son mode de pensée. C'est être conscient de ses faiblesses, mais aussi de ses forces, parce qu'on va questionner sa discipline tout en la valorisant aussi dans le rapport avec l'autre. Donc assumer, c'est aussi assumer son ouverture à de nouveaux modes de travail. Je pense par exemple aux démarches de terrain, aux approches qualitatives quand on réalise des entretiens. Ça peut être aussi des nouveaux modes de travail ou méthodes de travail, comme l'adoption de scénarios. Je me rappelle très bien quand j'ai soutenu ma thèse que souvent quand je commençais à parler avec des écologues, la première chose qu'on me disait, c'est oui, mais concrètement, tu fais quoi? Parce qu'en tant que juriste, on réfléchit beaucoup avec des concepts, des approches actuelles, mais on n'est pas souvent sur le terrain à formuler des entretiens, etc. Donc, c'était vraiment un premier rapport, mais un premier rapport de mais concrètement. Donc, finalement, c'est comme ça que de fil en aiguille, la question du travailler ensemble, aussi bien donc selon une approche conceptuelle dans l'ouvrage de 2018 que pratique dans le livret de 2020, ça a été pour moi une évidence et une nécessité. Donc, à travers ces 2 publications, l'objectif, c'était de parvenir à transmettre une capacité ou une aisance à ce que j'appelle une empathie scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement discuter avec l'autre de ses enjeux, de ses problématiques, de son contexte de travail ou de réflexion. C'est pas non plus devenir l'autre, parce qu'on va pas chercher en tant que juriste à devenir un écologue ou à devenir un géographe ou à devenir un physicien. Mais ça va être capable de se placer dans le champ cognitif de l'autre, c'est-à-dire de comprendre, de mieux saisir ses contraintes, ses problématiques, ses contextes, ses méthodes. Donc finalement, on va essayer de parvenir à tout ça, mais en se rendant compte aussi d'une chose,
c'est que plus la démarche d'ouverture est difficile en regard de sa propre discipline et de sa formation, on a pu avoir des formations très disciplino-centrées, plus l'évolution ou les changements personnels vont être difficiles, mais vont aussi être conscientisés et visibles. Donc ça, c'était la petite introduction pour vous placer un petit peu le contexte de tout ce qui amène à ces réflexions sur le travail en interdisciplinarité au travers de ces 2 publications. Le livret, à présent. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le livret, ça veut être un outil de travail. Donc, ce serait vraiment une erreur, en tout cas, de vouloir le lire d'emblée comme un livre, c'est-à-dire de manière très linéaire. Il va se composer de mais qui ont chacune une fonction différente. Ça, je l'ai expliqué dans un petit paragraphe au tout début du livret. Mais aujourd'hui, ce livret, je ne vais pas l'appréhender avec vous partie par partie, mais plutôt selon les besoins du potentiel lecteur. Parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le saisir. C'est je suis lecteur, je suis chercheur, j'ai un besoin. Est-ce que je peux trouver des pistes pour m'aider dans ce livret? Je vais donc procéder par hypothèse. Les hypothèses de besoin que l'on pourrait ressentir dans son travail en interdisciplinarité ou lorsque l'on découvre l'interdisciplinarité. Et donc, à chaque fois, on va voir comment mobiliser les parties. Une première hypothèse, c'est une hypothèse assez individuelle. C'est finalement un chercheur qui va s'intéresser à l'interdisciplinarité, soit pour découvrir, tout simplement, soit pour enrichir ses connaissances, parce qu'il pratique un petit peu déjà. Dans ce cas, il va pouvoir se référer à la partie 5 et puis aussi à la partie 6. Mais finalement, la partie 6 est un petit peu valable pour toutes les démarches parce que c'est une très très courte bibliographie, donc non exhaustive, qui veut juste être une bibliographie d'ouverture. Donc, on s'y réfère assez facilement. Donc, le chercheur va plutôt aller vers la partie 5. Cette partie 5, c'est la partie prospective et elle propose une réflexion élargie et systémique sur le travail ensemble, tout aussi en établissant une sorte de panorama des freins et des accélérateurs au travail pratique en interdisciplinarité. Cette partie, elle va proposer un panorama de l'ensemble des questions et des notions qui sont soulevées aussi dans les parties précédentes du livret pour essayer de mettre en exergue leur sens, leur cohérence. Mais pour quelqu'un, soit qui veut découvrir l'interdisciplinarité, soit commence à y rentrer ou voudrait creuser un petit peu, c'est une partie qui peut être lue du début à la fin de manière très linéaire, mais justement pour entrer, faire un premier pas individuellement dans la réflexion. Alors vous verrez aussi dans le livret, il est possible de lire partie par partie quand on est seul chez soi et qu'on voudrait aller plus loin. La partie 5 reste une partie de référence à lire en premier, et puis ensuite on peut enchaîner partie 3, 4, 2, 1, puis partie 6. Une autre hypothèse, une double hypothèse plutôt individuelle et collective. Hypothèse d'un chercheur qui va se questionner sur sa perception du travail en interdisciplinarité, ou alors un chercheur qui a été invité dans une équipe à travailler en interdisciplinarité, ou encore hypothèse de plusieurs chercheurs ou d'une équipe qui va travailler justement ensemble sur un objet commun. Ici, on va pouvoir mobiliser les parties 3, hybridation des disciplines, et 4, retour d'expérience. Alors, le point commun entre ces deux parties, ça va être de pouvoir constituer un premier contact ou une première entrée en matière avec le travail en interdisciplinarité, mais là, vraiment sous un aspect pratique. Donc, on va au-delà de la simple découverte ou entrée théorique que l'on a pu avoir avec la partie 5. Les différences, c'est que la partie 3 est construite à partir de questionnements qui ont été posés, alors que la partie 4 est construite sur la base d'expériences qui ont été vécues. Alors, la partie 3. Comment concrètement on peut l'utiliser? Mettons que je sois un chercheur qui va travailler avec des collègues, mais je ne sais pas trop comment appréhender les choses, je ne sais pas comment me positionner, comment pourront être développées des relations, bref, je ne sais pas trop, c'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Je vais donc commencer par lire la nébuleuse de mots-clés qu'on a à la page 17. Et je vais réfléchir sur mon positionnement par rapport à ces mots-clés. Par exemple, le mot-clé concurrence, le mot-clé de bouleversement. Concurrence, je vais pouvoir me demander, est-ce que je me conçois comme concurrent d'une autre discipline ou pas? Sinon, pourquoi? Dans le terme bouleversement, par exemple, la question qu'on peut se poser, c'est suis-je prêt à bouleverser mes habitudes et mes pratiques? Oui, non. Si oui, jusqu'à quel point? Est-ce que moi-même, je pense que je peux aider à faire changer des cadres d'analyse ou de lecture? Là, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter et comment on se resitue dans le travail collectif. Et puis ensuite, on va aller à la page 18.
Cette fois-ci, on va plus envisager de questionner sa propre perception, mais de comprendre le potentiel ou aussi les freins que je vais pouvoir, en tant que chercheur qui me questionne, rencontrer en travaillant avec les autres. Par exemple, il y a quelques mots-clés là que j'ai entourés. On a l'action de mêler, on a la notion d'amitié. Si on veut se questionner justement sur l'action de mêler, on va pouvoir par exemple se demander, bon, moi concrètement, comment est-ce que je peux partager mes méthodes? Est-ce que c'est facile d'articuler mes méthodes de travail avec d'autres possiblement, même si je ne les connais pas encore? Comment est-ce que je pourrais essayer de transmettre justement facilement l'acquisition de ma méthode de travail? Il y a aussi la notion d'amitié. Alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti énormément de fois dans les échanges qui ont pu avoir lieu, tant dans le premier ouvrage en 2018 que dans d'autres séminaires de travail que j'avais organisés là-dessus. Notion d'amitié, pourquoi? Parce que parfois, quand ça colle pas entre les participants, le potentiel de l'expérience peut être relativisé. Donc, plutôt que d'aller tout de suite dans est-ce que je suis amie avec les uns et les autres, peut-être que le premier pas, ça va être est-ce que je connais tout le monde dans le projet? Est-ce que j'ai déjà travaillé avec ces autres personnes? Est-ce que j'aime travailler avec elles? Pourquoi? Donc la page 17, ça va vraiment être le questionnement du jeu. Et puis la page 18, on va questionner le nous. Finalement, cette page 18, elle s'adresse aux chercheurs individuels, mais aussi au collectif, comme une prise de conscience de ce qui peut se passer en travaillant ensemble. Et puis on a la partie 4. Partie 4, on va mettre l'accent ici sur le nous. On n'est plus trop sur le jeu, on est sur le nous. Et puis les enseignements qui ont pu être tirés en collectif. Par exemple, est-ce que l'on a, donc c'est pareil, les mots-clés, je les reprends, est-ce que l'on a différentes façons de penser en présence, dans le collectif, dans l'équipe? Et le cas échéant, sur quels aspects est-ce qu'on diffère? Pareil, est-ce que l'on est face à une absence de consensus à un moment donné? Peut-être au sein d'une discipline, avec différents représentants de la discipline, ou entre disciplines. Et dans ce cas, est-ce qu'on peut la dépasser? Et le cas échéant, comment? Donc là encore, on est vraiment sur des pistes pour cadrer le travail ou aiguiller, pour trouver des éléments de co-construction avec les autres membres de l'équipe, pour trouver finalement des manières dont on va pouvoir articuler nos travaux, articuler nos méthodes. Et je le rappelle, ce sont vraiment que des pistes à s'approprier, à diversifier, à enrichir, voire même à contester si ce sont des pistes qui semblent pas toujours pertinentes ou peu pertinentes en règle générale. C'est pour ça vraiment que je précise dans le livret que ces deux parties, 3 et 4, sont des pistes, donnent des pistes qui font appel à la créativité des lecteurs pour vraiment mettre en place la dynamique de dialogue entre les disciplines au sein d'un groupe de réflexion ou d'un projet. Alors, on a une autre hypothèse, une hypothèse collective. C'est un ensemble de chercheurs qui souhaitent travailler sur un objet commun. Donc là, on est vraiment dans le pratico-pratique. Pour le coup, c'est la partie 1 qui va être prise en compte. Ici, on fait un pas de plus dans l'opérationnel parce que cette partie, elle va donner un aperçu des entrées mobilisables pour explorer collectivement une problématique ou un enjeu qui va être placé au cœur de la réflexion. Alors, juste une remarque, vous l'aurez remarqué, cette partie, elle est intitulée « Le rapport au temps et à l'espace ». Le choix pour ces approches, donc temporelles, spatiales ou spatio-temporelles, quand on regarde le livret d'un peu plus près, ce choix pour ces approches, il est issu d'un constat de la fréquence de leur utilisation au sein de plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales et de sciences du vivant pour aborder et approfondir un objet d'étude. Donc, c'est une entrée parmi d'autres possibles. C'est celle qui a été retenue dans le cadre du livret, mais il existe un éventail d'autres entrées possibles qui est aussi, je dirais, vaste que le champ de créativité des chercheurs et de leur souhait d'entrer dans une réflexion collective. Donc, comment exploiter cette partie 1? Concrètement, il y a deux manières. Soit on choisit l'entrée principale par catégorie, donc c'est les 3 bulles que vous voyez, constat, enjeu disciplinaire, de l'interdisciplinarité et enjeu interdisciplinaire, pour finalement s'inspirer et puis déterminer ensemble une orientation commune à donner à la recherche ou à la réflexion. Exemple concret. Imaginez une équipe de chercheurs qui souhaite travailler sur la qualité des eaux selon une dynamique de continuum terre-mer en intégrant donc les bassins versants. On va pouvoir choisir de travailler par exemple sur la catégorie constat
et plus précisément sur la dynamique temporelle, par exemple en étudiant l'évolution de la qualité sur une période donnée. On va pouvoir aussi choisir, si on maintient cette entrée constat, par dynamique spatiale. Par exemple, la comparaison de la qualité de l'eau en fonction que l'on se rapproche ou non de l'espace côtier. On pourrait tout autant choisir une autre catégorie en jeu disciplinaire ou interdisciplinaire et se rapporter aux sous-catégories qui la composent. Ce qui est important, c'est de choisir son entrée principale. Une fois que l'entrée principale est choisie, donc dans mon hypothèse, on choisit l'entrée constat, puis la sous-entrée temporelle, on va pouvoir se rapporter à des mots-clés. Donc là encore, la liste n'est pas exhaustive, pour appréhender la dynamique. Par exemple, si on prend les termes accélération ou cycle, comme vous le voyez à l'écran, on va pouvoir se demander, par exemple, est-ce qu'on constate une accélération de la dégradation ou de l'amélioration de la qualité de l'eau? Est-ce qu'on constate des cycles dans la variation de la qualité de l'eau, etc. Et le plus important, c'est de se demander en quoi sa discipline permet de renseigner sur ces mots-clés. Autrement dit, l'objectif, c'est pas de réfléchir et de saisir ces mots-clés sur le fond de la réflexion, mais c'est vraiment sur la forme. En quoi, par exemple, ma discipline travaille sur des cycles, apporte ou mobilise des méthodes, des techniques, des concepts qui pourront nourrir la réflexion commune. Le rôle des mots-clés ici, c'est vraiment d'accompagner l'équipe, le groupe de chercheurs à co-construire ses propres mots-clés aussi, donc à les enrichir, à aller beaucoup plus loin pour explorer l'objet de recherche qui les concerne. Je préciserai aussi que sous ces mots-clés, vous avez des illustrations. Alors pourquoi des illustrations? Parce que déjà une définition, c'est guère possible. On ne va pas figer, on ne va pas fixer une définition par rapport à un mot-clé, parce que ça varie énormément en fonction des différentes approches. L'objectif ici, c'est donner des illustrations pour avoir une petite idée de « ah oui, ça pourrait se rapprocher à ça, ça pourrait se rattacher à ça, ça pourrait renvoyer à ça ». Mais l'objectif aussi, c'est de permettre aux chercheurs qui mobilisent possiblement ces entrées, de pouvoir les enrichir aussi au fil du temps par ses propres expériences et donc par ses propres illustrations de mots-clés. Une autre manière d'exploiter le contenu de la partie 1, c'est de ne s'attacher qu'aux mots-clés des trois catégories. Donc ici, on va mettre de côté catégorie constat ou enjeu interdisciplinaire. On va vraiment se rattacher qu'aux mots-clés pour essayer toujours de distinguer des orientations de recherche, des orientations méthodologiques de recherche. Par exemple, si je reprends mon travail sur la qualité des eaux, je pourrais envisager par exemple qu'une partie de chercheurs ou une équipe travaille donc sur les cycles de la qualité de l'eau. D'autres pourraient travailler sur les rapports de force, par exemple des acteurs en présence. D'autres enfin pourraient travailler sur ce qu'on avait appelé la sortie d'un carcan, par exemple des propositions innovantes qui seraient fondées sur la valeur ajoutée donc, de tous les participants. Mais sachant qu'à chaque fois, je le répète, il ne faut pas considérer ces mots-clés comme des approches sur le fond, donc vraiment comme si finalement on partait du principe que le chercheur n'est pas capable de trouver des mots-clés de fond et des recherches de fond, c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de prendre ces mots-clés comme des potentiels outils méthodologiques. Par quels outils je maîtrise et qui peuvent être partagés avec les autres pour justement étudier un objet d'étude dans tel ou tel contexte. Une autre hypothèse, c'est un ensemble de chercheurs qui vont explorer leur objet commun de recherche. Donc là, c'est la partie 2 qui doit être prise en compte. Même potentiellement, les parties 1 et 2 peuvent être envisagées ensemble pour maximiser les effets. Ici, l'objectif, c'est d'aller plus loin que dans la seule entrée dans un sujet comme on a pu voir avec la partie 1. Cette partie-là, elle suppose de questionner les possibles relations entre les champs disciplinaires, mais au fil de l'exploration de l'objet d'étude. Donc, plus exactement, ça va être de questionner les blocages et les risques du travail ensemble, mais aussi son potentiel. Donc là encore, on a une rentrée par catégorie, risque, blocage ou accélérateur, et puis ensuite une seconde entrée par mots-clés qui vont identifier, caractériser les blocages ou le potentiel. Ces mots-clés, il va falloir là encore les lire comme des obstacles auxquels on peut être confronté, et la question, ça va être de savoir comment, dans la situation dans laquelle on se trouve à un moment, on va pouvoir potentiellement les dépasser. Pareil pour les potentiels, les mots-clés doivent être envisagés comme des leviers possibles. Donc, comment mobiliser ces leviers pour dégager le potentiel du travail collaboratif que l'on est en train de réaliser.
Donc, je reprends un exemple concret pour reprendre le travail initial que j'avais proposé sur la qualité des eaux. Il faudra être, par exemple, vigilant à ne pas réaliser d'empiètement lors du travail, par exemple, au contact des populations locales. Alors, si ça peut être évident d'un point de vue disciplinaire pour un sociologue ou un géographe, moi, je me place à la place du juriste qui n'aura pas forcément à l'esprit ce point de vigilance. D'accord? Donc, l'objectif, ça sera, pour moi, juriste, je vais me prendre un exemple, c'est plus simple. La question, ce sera, mais comment je peux intégrer à ma démarche disciplinaire justement cette question d'empiètement pour que l'ensemble des disciplines qui travaillent avec moi et qui sont représentées puissent aller et marcher à l'unisson, ou en tout cas marcher dans le même sens. Autre exemple avec un potentiel, cette fois, si je prends le potentiel enrichir nos modèles, là encore, je parlerai pour le juriste, on peut envisager par exemple, dans le cadre d'un projet, qu'on va développer ou mobiliser une approche par la modélisation qualitative. Ce sera le moment justement pour le juriste de se tester, de se mettre à l'épreuve et de mettre aussi à l'épreuve sa capacité et la capacité de sa démarche méthodologique à intégrer ou à participer à l'exercice. Autrement dit, est-ce que moi, dans mes outils et dans mes méthodes, je dispose d'outils et de méthodes qui pourront soutenir, alimenter justement cette démarche méthodologique, ou est-ce que je vais devoir m'adapter et puis l'aider ou l'enrichir d'une autre manière qu'avec des propres outils de méthode, parce que je n'en dispose pas forcément. Donc finalement, toute cette partie 2, c'est aussi mieux comprendre les leviers nécessaires pour travailler en interdisciplinarité. Alors je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation et de l'utilisation du livret, vraiment en soulignant une nouvelle fois que ce livret n'a absolument pas vocation à détenir une vérité. C'est vraiment un outil de travail qui est appelé par chacun et par tous à être enrichi, à être critiqué, à être affiné et ajusté pour être finalement, alors si on voulait vraiment être dans le plus long terme, permettre une sorte d'agrégation de toutes les expériences qui seraient vécues par chacun pour obtenir une sorte d'encyclopédie, de méga-encyclopédie collective qui serait alimentée en permanence par chacune des expériences en quelque sorte. Je vous remercie. Merci beaucoup Adélie.